Direct avec François Bayrou, je suis ravi de vous retrouver. Merci de nous retrouver ce matin. Évidemment, la situation est particulière étant donné ce qui s'est passé cette nuit, mais vous étiez invité depuis maintenant plusieurs jours. Considérez-vous, comme le pense un certain nombre d'amis de Nicolas Sarkozy, et Dieu sait que vous ne l'avez pas ménagé, qu'il est victime d'un acharnement? Je vais vous dire quelque chose qui ne vous surprendra pas. Je n'ai aucun élément sur cette affaire. J'ai affronté Nicolas Sarkozy sur beaucoup d'affaires, tapis, etc. Je me suis battu contre un certain nombre de pratiques. Oh, vous avez même écrit un livre sur le sujet. Vous l'avez qualifié d'enfant barbare dans un livre qui s'appelait Abus de pouvoir. Donc... Oui, c'était... Et je maintiens qu'il y a des pratiques qui sont incompatibles avec l'idée que nous nous faisons d'une république qui est juste et équilibrée. Mais sur cette affaire-là, je n'ai absolument aucune information, d'aucune sorte. Mais était-il normal, par exemple, qu'un ancien président soit écouté ? Est-il normal qu'un ancien président soit d'abord auditionné par la police pendant des heures avant d'affronter les juges d'instruction en pleine nuit ? Ça n'est pas l'ancien président. Un ancien président, c'est un citoyen, oui, comme les autres. La question, c'est est-ce que les écoutes sont normales dans un certain nombre de situations juridiques ? Ceci est autre chose, et j'imagine que les tribunaux auront à le dire. Mais l'affirmation selon laquelle un ancien président de la République n'est pas un citoyen comme les autres est une affirmation qui, évidemment... est hors de propos vous concernant. Hors de propos de la part de tout le monde. D'ailleurs, j'observe que les amis de Nicolas Sarkozy ne l'ont pas non plus affirmé. Alors après, les pratiques de la garde à vue, comme vous savez, il y a des débats très longs autour de ce sujet-là. Les pratiques des écoutes, il y a des débats encore plus longs autour de ce sujet-là. Moi, je suis du côté de la défense des citoyens. Je comprends cette argumentation. Je remarque que ce matin, vous êtes prudent. Mais il y a quand même derrière tout ça une volonté d'humiliation politique. Je sais bien que c'est compliqué d'interpréter ce matin, ouais, mais enfin, quand on laisse un personnage politique, quel qu'il soit, face à la police pendant des heures... Je n'ai jamais de ma vie pensé que nous devions accréditer l'idée que la justice était aux ordres de qui que ce soit. Ni de la majorité, ni de l'opposition. Comme vous savez, il y a eu des procès dans tous les sens. Vous savez bien que personne ne le croit. L'idée que je me fais... François Bayrou, personne ne le croit. Eh bien, vous ne le croyez pas, non, mais moi... qui ai été responsable de l'éducation civique des jeunes Français pendant longtemps, je tiens à l'idée que nous devons avoir une justice qui a ses propres règles et ses propres raisons d'agir. Et ses propres lois et les respecte. Je ne veux pas vous interrompre, mais ça, personne ne le nie sur le plan justement de la séparation des pouvoirs. Ce qui s'est passé de particulier, que vous avez écrit sur ce thème avec Nicolas Sarkozy, c'est que lui-même s'en est pris à la justice, les fameux petits pois, et qu'il y a eu ce fameux mur des cons, et qu'il y a de certaines manières, comment peut-on dire, un aller-retour entre deux institutions, la présidence de l'époque et l'institution judiciaire, qui n'ont pas été normales. Enfin, normes. Alors, chaque fois que vous trouverez une action des juges, des magistrats, qui sera influencée d'une manière ou d'une autre par une opinion, favorable au pouvoir, comme ça s'est produit un certain nombre de fois, défavorable au pouvoir et hostile au pouvoir, chaque fois vous me trouverez sur leur chemin. Je sais bien que tout le monde considère que les principes sont à jeter non, pas du tout. À la poubelle. Moi, pas. Je considère que dans l'état de délabrement moral, de désarroi, d'effondrement moral où le pays se trouve, spécialement ce matin, avec une majorité dans l'État que l'on sait et une opposition dans l'État que l'on voit. Donc vous ne vous acharnez pas sur Nicolas Sarkozy ce matin et vous ne voulez pas prononcer un acte de décès politique. Est-ce que vous voulez, je vous pose la question, est-ce que vous considérez que cette affaire judiciaire, plus le fait que ça va traîner, est une sorte d'acte d'essai politique qui ne porte pas son nom? Oh, ça, je ne crois absolument pas à ce genre de choses. Nicolas Sarkozy est quelqu'un qui a c'est le moins qu'on puisse dire, du ressort et parfois même de l'acrimonie dans le ressort. Donc je ne crois absolument pas que ce soit tracer une croix sur lui. Mais il y a une chose que je veux répéter, parce que c'est quand même le cœur de l'affaire. Des affaires que nous avons. La raison pour laquelle je me suis opposé à Nicolas Sarkozy, c'était pour défendre un principe qui est la loi est la même pour tous. Elle est la même pour les puissants et pour ceux qui ne le sont pas. Et ce principe de la loi doit être la même pour tous
le refus de l'idée que la fin justifie les moyens. Voilà pour moi l'axe de mon engagement politique. Et on va en avoir un immense besoin, parce que vous vous rendez compte, à la place où vous êtes, que l'opinion publique, les Français, les citoyens, dans les familles, leur idée de la politique est considérablement atteinte, blessée, bouleversée par tout ce qui est en train de se passer du côté du pouvoir et du côté de l'opposition. Il y a donc une responsabilité de ceux qui se ressentent ou qui veulent être ou qui doivent être des reconstructeurs de la politique du pays. Est-ce que vous considérez, à contrario, justement, que c'est un rebond pour lui, une source de motivation? Ah non, je pense que s'il avait pu éviter cela, il l'aurait évité. Et est-ce que vous considérez qu'il est légitime ce matin qu'il puisse vouloir prendre la présidence de l'UMP en septembre? Mais ça, c'est l'affaire de l'UMP et la sienne. Je pense que Nicolas Sarkozy, qui a commencé des qualités d'énergie et de combat très grandes, peut tout à fait faire un choix ou l'autre choix, et ça n'est pas mon affaire. La question, ça n'est pas Nicolas Sarkozy, ça n'est pas les partis. La question, c'est le pays dans l'état où il est, quels sont ceux et de quelle manière va-t-on agir pour entrer dans une reconstruction crédible? C'est ça la question. C'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'en lisant les journaux que j'amène évidemment le matin après les avoir attentivement lus et décryptés, les Sarkozy se disent au fond, il y a un accord, ils ne veulent pas le dire, entre Juppé et Bayrou. Et donc ils se délectent tranquillement de ce qui se passe en prenant, alors je vais faire de la gentille provocation, en prenant un air vertueux, etc. Mais au fond d'eux-mêmes, derrière le masque, il y a une jubilation. Eh bien, et ce serait vrai pour le maire, pour Bertrand, c'est-à-dire presque encore plus à droite qu'à gauche. Alors, vous vous trompez, et je vais vous dire pourquoi. Il n'y a pas d'accord entre vous et Juppé. J'ai, avec Alain Juppé, une rencontre, je crois qu'on peut dire ça, une rencontre de valeurs, une manière d'aborder la vie politique, pas depuis aujourd'hui, depuis longtemps. Une espèce de respect mutuel, je crois, en tout cas d'entente sur le fond, et j'espère que tout cela, qui est de bonne aloi, peut être un jour utile. Mais il est faux qu'il y ait dans cette vision de la politique la moindre satisfaction de voir les choses qui se passent. Il faut que vous compreniez. Il n'y a pas d'accord, il y a une entente. Permettez-moi une phrase sur ce que j'ai sur les années écoulées. J'ai pris beaucoup de risques personnels pour que la politique et le pouvoir cessent d'être ce que nous découvrons tous les jours. J'ai fait des choix qui ont été des choix extrêmement difficiles pour moi et extrêmement lourds en termes de conséquences politiques, et beaucoup disaient sa vie politique est finie. On a vu que ça n'était pas vrai, et d'une certaine manière c'est heureux que les choix citoyens puissent être, comment dirais-je, d'une certaine manière consacrés par le suffrage universel. Mais j'ai pris beaucoup de risques, parce que la République faisait honte depuis des années. Et l'expression n'est pas de moi, comme vous le savez, elle est de... Mais vous voyez quand même que moi, je me mets à la place des gens qui défendent Nicolas Sarkozy dans cette affaire-là. Ils se disent, d'une certaine manière, il fait le gentil, puis maintenant il dit, au fond, la République a été gérée d'une manière honteuse pendant des années. Donc il y a une sorte il y aurait... Puis je voudrais bien qu'on passe à autre chose qui nous reste 3 minutes. C'est vous qui conduisez l'interview, Guillaume Durand. Non, mais il y a une sorte de double discours, c'est vous... Il n'y a pas de double discours, il y a un seul discours. La République ne peut pas vivre si elle ne respecte pas un minimum de principes, et on ne pourra la reconstruire que si on a en tête que ces principes doivent être mis au premier plan. Question. Toute l'idée avec laquelle vit la vie politique française, selon laquelle la fin justifie les moyens, cette idée est pour moi un ennemi personnel. Est-ce que vous considérez qu'avec le recul, finalement, le fait que vous ayez pu donner la possibilité à la gauche d'accéder au pouvoir n'est pas justement, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai pris des risques, une sorte de risque historique que vous avez fait jouer à la France? Regardez l'état du pays, les 2000 milliards de dettes. Non, je pense que ce que nous sommes en train de vivre est précisément historique, parce que c'est la vérification que l'idéologie qui était celle de la gauche française est
totalement inadapté à la situation du pays. Donc vous avez des regrets? Et c'est ça, je n'ai aucun regret parce que quand je fais les choses, c'est en sachant ce que je fais. Et donc, la situation du pays est que la gauche, dans ses programmes et dans sa vision de l'avenir, se trompait. Elle va être obligée d'en prendre acte. Elle est en train de vivre un échec historique. Et donc, on a le double effondrement du pouvoir et des difficultés de l'opposition, et ce double effondrement est un appel. Les gens qui croient que la France a un avenir et qui veulent qu'elle le retrouve et qui veulent que les garçons, les filles, les femmes, les hommes, les gens de maturité, au fond, puissent se dire « Allez, on va tourner la page et on va reconstruire quelque chose qui tiendra la route, quelque chose à quoi on pourra croire, pas croire à des miracles, mais croire à une démarche, comment dirais-je, honnête et constructive, que tous ces gens-là puissent se retrouver. Car il n'est pas vrai que l'avenir de la France se jouera camp contre camp ou parti contre parti. Est-ce que ça veut dire que ça s'organise autour d'une reconstruction MoDem, UMP, version Juppé? Non, je ne veux pas faire une affaire partisane. Vous comprenez bien que le moment n'est pas là. Si vous écoutez ce que vous dites vous-même dans les titres de l'actualité, le moment n'est pas là. Mais oui, je pense que tous les hommes de bonne volonté, on va dire ça, d'expérience, de capacité, d'enthousiasme, un jour ou l'autre, devront s'asseoir autour de la même table pour reconstruire l'avenir du pays. J'ai deux petites questions, François Bayrou. Est-ce que vous croyez que François Hollande est tellement coincé qu'à terme, même si les frondeurs se sont calmés, il va y avoir dissolution? Et deuxième question, parce que je les pose l'une après l'autre, comme ça vous allez pouvoir répondre en bloc. Valls, ce matin dans les Échos, dit « ça suffit le compte pénibilité ». Il y a beaucoup de choses qui sont remises en cause, la loi Duflot sur le logement. Donc est-ce que vous avez l'impression que la gauche est en train de manger son chapeau un peu sous l'égide de Valls pour essayer de sauver la situation? Donc dissolution et sauvetage. Alors je pense, pour commencer par la seconde question, je pense que le principe de réalité est en train de faire à la gauche une révolution à la gauche, excusez-moi, aux gauches, parce qu'il n'y a plus une gauche. Est en train de faire aux gauches françaises une révolution intellectuelle dont elle aura beaucoup de mal à rebâtir, à partir de laquelle elle aura beaucoup de mal à rebâtir. Et ça, c'est Valls. Et ça va durer pendant longtemps, et je pense que Manuel Valls a cela à l'esprit. Deuxième chose, dissolution. On est dans une crise politique si profonde qu'il n'y a que 3 manières d'en sortir. La première, c'est un référendum. Aujourd'hui, je pensais qu'il fallait le faire, je l'ai recommandé à François Hollande. Il n'a pas voulu le faire. Aujourd'hui, ça me paraît impossible. Trop tard. Deuxième solution, démission du président de la République. Ça serait un effondrement. Troisième solution, la dissolution. Ce qui voudrait dire transmission du pouvoir à l'opposition et entrer dans une phase de cohabitation périlleuse. Voilà la situation devant laquelle nous sommes, et voilà pourquoi ceux qui ont un minimum de conscience et de responsabilité doivent, me semble-t-il, réfléchir attentivement et décider de travailler ensemble, parce que ça n'est pas les uns contre les autres que nous reconstruirons. Merci beaucoup François Bayrou d'être venu ce matin. Je rappelle que cet entretien a été programmé depuis un certain temps et qu'il tombe donc après l'affaire que nous avons vécue cette nuit. Bonne journée à vous. Merci. On va retrouver Magali et Christophe sur l'antenne évidemment de LCI et Sophie Paulini sur celle de Radio Classique. Ma chère Magali, je vous embrasse.